Bonjour, dans cette série sur les enfants, dans cette série de vidéos sur les enfants, il me fallait obligatoirement évoquer le lait. On a fait une vidéo sur le gluten, on va faire une vidéo sur l'alimentation normale des enfants, mais il fallait faire un cas du lait, parce que le lait c'est présenté comme la boisson de l'enfance. Alors je pense qu'il y a des raisons à ça, c'est que la boisson de l'enfance c'est effectivement le lait, mais le lait humain, le lait des mamans. Or, quand on parle de lait, on parle de produits laitiers issus des vaches, accessoirement des brebis et des chèvres. Alors, si vous vous intéressez un petit peu à la santé, vous avez dû entendre de multiples fois, mais le lait, c'est pas bon pour la santé. Alors que d'un autre côté, vous vous rendez compte un petit peu de la schizophrénie dans laquelle on vit. Vous avez des autorités sanitaires qui financent sur nos deniers et sur nos impôts des campagnes de promotion des produits laitiers. Et de l'autre côté, un discours de santé qui vous dit, mais les produits laitiers sont extrêmement dangereux. Alors, j'avais envie de trancher le débat et de vous donner des arguments un petit peu pour comprendre les enjeux. Le danger avec, quand on s'exprime et quand on parle comme ça des produits laitiers, c'est que quand on dit lait, on n'a rien dit. Des laits, il y en a des tas de sortes et je vais vous montrer que ça peut faire des différences colossales. Est-ce qu'on parle de lait cru ou est-ce qu'on parle de lait pasteurisé? Est-ce qu'on parle de lait de vache Jersey ou est-ce qu'on parle de lait de vache Holstein? Est-ce qu'on parle de lait naturel tel quel ou est-ce qu'on parle de lait fermenté? Si on parle de lait fermenté, est-ce qu'on parle de lait fermenté pendant 2-3 heures ou est-ce qu'on parle de lait fermenté pendant plus de 24 heures de manière traditionnelle? Est-ce qu'on parle de lait pour des enfants qui ont une hyperperméabilité intestinale ou est-ce qu'on parle de lait pour des enfants qui n'ont pas d'hyperperméabilité intestinale? C'est pour ça que quand on nous dit le lait, on n'a rien dit. Le lait, il peut être cru ou cuit. Il va y avoir une énorme différence entre les deux, parce que quand on parle du calcium, vous savez, on promeut toujours le lait pour le calcium. On va démonter ça assez rapidement. Le calcium dans le lait, si le lait est pasteurisé, alors la majorité du lait qui est consommé actuellement est pasteurisé, le calcium n'est plus biodisponible. C'est-à-dire que le chauffage à haute température va amener à une modification de la charge électromagnétique des particules qui constituent le lait, du calcium en particulier, et des minéraux qui constituent le lait. Et à ce moment-là, le calcium ne va plus être biodisponible. C'est-à-dire que des minéraux qui sont chauffés à haute température voient leur charge électromagnétique modifiée et ils ne peuvent plus être utilisés tels quels par le corps. Donc le calcium qui est apporté par le lait n'est pas une source de calcium biodisponible. D'ailleurs, pour s'en convaincre, il suffit de regarder les statistiques au niveau de l'ostéoporose et de la décalcification chez les peuples du nord de l'Europe. On se rend compte qu'elle est la plus forte de toute l'Europe. Or, ce sont des personnes qui consomment énormément de produits laitiers. Si les produits laitiers apportaient du calcium, on n'aurait pas de la décalcification chez ces personnes-là. Donc, voilà le premier point réglé. Deuxième point, et là on va rentrer un petit peu plus dans les équilibres et les régulations hormonales, parce que je pense que c'est important. Deuxième point, le métabolisme du calcium est réglé par deux glandes, la thyroïde et la parathyroïde, qui se trouvent à ce niveau-là. La thyroïde et la parathyroïde, elles produisent des hormones. La parathyroïde, elle produit une hormone qui s'appelle la PTH, l'hormone parathyroïdienne. Et la PTH, eh bien, elle fait sortir le calcium depuis les os dans le sang. Quand le corps a besoin de calcium quelque part, eh bien, on produit de la PTH pour que le calcium sorte des os dans le sang. Et à l'inverse, la PTH, elle fait rentrer le phosphate du sang vers les os. Donc imaginons que vous avez beaucoup de phosphate dans le sang. La glande parathyroïde produit de la PTH pour faire rentrer le phosphate depuis le sang dans les os. Quel produit contient énormément de phosphate? Les produits laitiers en particulier. Quand on consomme des produits laitiers, on a un haut taux de phosphate dans le sang. On a un haut taux de phosphate dans le sang, donc il va y avoir production de PTH qui va amener à ce que le phosphate rentre dans les os. Oui, mais production de PTH qui va amener à ce que du calcium soit libéré dans le sang. On avait déjà pas mal de calcium qui était dans le sang, du calcium en plus est libéré dans le sang, on commence à excréter le calcium par ses urines. On pisse son calcium littéralement. Les produits laitiers conduisent directement à la déminéralisation et la décalcification par leur haut taux de phosphate. Les produits laitiers, ils présentent d'autres inconvénients aussi. Quand on parle de produits laitiers, on parle de la protéine qui compose les produits laitiers, qu'on appelle la bêta-caséine. La bêta-caséine, quand je vous dis que c'est une longue chaîne d'acides aminés, il y a à peu près 229 acides aminés qui sont associés pour faire la bêta-caséine.
Or, il y a un phénomène qu'on appelle le phénomène de mimétisme moléculaire. Il se trouve que des fractions de cette longue chaîne de 229 acides aminés sont similaires à des protéines qui sont utilisées par des cellules de notre corps. Et en particulier, on a remarqué qu'il y a une similitude moléculaire entre la bêta-caséine et les oligodendrocytes, c'est-à-dire les cellules qui produisent la gaine de myéline au niveau du système nerveux central. On a remarqué qu'il y avait de la similitude moléculaire entre la bêta-caséine et de nombreuses cellules de la thyroïde et de la parathyroïde. Il y en a bien d'autres de similitudes moléculaires, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si par hasard, cette longue chaîne de 229 acides aminés n'est pas décomposée de manière adéquate, et si par hasard on a une hyperperméabilité intestinale qui fait que des longues fractions de protéines non digérées vont pouvoir passer dans la circulation sanguine. Alors je dis par hasard, vous savez si vous regardez ces vidéos que c'est un phénomène qui est très commun et de plus en plus commun. Commun l'hyperperméabilité intestinale liée à l'inflammation globale, commun le déficit enzymatique et l'inadaptation aux produits aux longues chaînes protéinées qui fait qu'on n'a pas le potentiel pour les décomposer. À ce moment-là, de longues chaînes de protéines vont passer dans la circulation sanguine et ce phénomène de mimétisme moléculaire va faire que le système immunitaire va attaquer ces longues chaînes de protéines, mais il va aussi venir attaquer les cellules qui présentent un mimétisme moléculaire avec ces longues chaînes de protéines issues de la bêta-caséine. Et donc, de cette manière, eh bien, on va avoir une attaque des oligodendrocytes, ce qui va expliquer un défaut de myélinisation et tout ce qui est sclérose en plaques, par exemple, maladies neurodégénératives, ont fortement à voir avec les produits laitiers. Deuxièmement, on va avoir une attaque au niveau de la thyroïde et on sait que la plupart des maladies auto-immunes de la thyroïde sont liées à la consommation de produits laitiers. On va avoir des attaques dans à peu près tous les organes du corps étant donné qu'on va retrouver un mimétisme moléculaire assez important et qu'avec une longue chaîne comme ça de 229 acides aminés, les possibilités finalement de chaînes différentes sont très importantes. Donc on va avoir une diversité d'attaques auto-immunes à l'échelle du corps. Donc premièrement, les produits laitiers conduisent à la décalcification par leur haut taux de phosphate. Deuxièmement, les produits laitiers conduisent à des réactions auto-immunes. Je parle de produits laitiers tels quels, non fermentés, on va prendre le cas. Troisièmement, quand on parle de produits laitiers, là aussi, quand on parle de lait, on te dit du lait de vache. Ok, mais on n'a rien dit, parce qu'il y a différents types de vaches. Vous allez dire, qu'est-ce qu'il va me dire? Ben ouais, il y a les Holstein, il y a les Jersey par exemple. Il y a les vaches africaines, afghanes, les vieilles races de vaches, et puis il y a les vaches modernes, les usines à lait telles qu'on les a transformées. Eh bien, la vache Holstein et la vache Jersey, elles ont une grosse différence dans leur bêta-caséine, dans cette protéine. Il y en a qu'on dit de type A2, c'est les vaches traditionnelles, la Jersey, et les vaches traditionnelles africaines, afghanes, asiatiques. Et puis il y a les vaches de type A1, qui sont plutôt les types Holstein, qui ont une énorme productivité de lait. Or, entre ces deux bêta-caséines, il y a énormément de différences. Il y a un acide aminé qui se trouve en 67e position sur la chaîne de bêta-caséine, qu'on appelle pour les vaches A2 la proline, et pour les autres, eh bien, c'est l'histidine. Ce n'est pas la même protéine qui sont dans les deux. Et on s'est rendu compte que ces protéines-là, elles sont liées à une autre protéine qu'on appelle la BCM7. Et la BCM7 est une très forte neurotoxine. On sait que si on injecte de la BCM7 à un individu, il passe dans le sang et on a des phénomènes de diabète, de maladies auto-immunes, de schizophrénie et d'autisme. Alors qu'est-ce qui se passe? Pour faire simple, les vaches qui sont de type A1, c'est-à-dire la plupart des vaches modernes, les usines à lait modernes, eh bien le lien entre la BCM7 et l'histidine est faible et la BCM7 va pouvoir être libérée dans la circulation, alors que les vaches de type A2, le lien est fort entre la proline et la BCM7 et donc la BCM7 ne va pas être relâchée dans la circulation. Et donc les vaches de type A1, la consommation de lait de vaches de type A1 conduit directement à l'exposition à des facteurs neurotoxiques majeurs qui sont cause de neurodégénérescence, diabète de type 1, donc maladies auto-immunes diverses, schizophrénie, autisme, Alzheimer, Parkinson et dégénérescence neuronale. Donc, on avait décalcification, on avait maladie auto-immune, on avait différents types de caséine, bêta-caséine A2 et A1. Quatrième élément, les produits laitiers étaient traditionnellement consommés fermentés. Et vous savez pourquoi?
Ben pour simplement parce qu'une chaîne de 229 acides aminés, c'est pas facile à décomposer. Il nous faut énormément de petits ciseaux. Et qui plus est, l'humain ne les a pas, ces ciseaux. C'est pour ça qu'on utilisait des bactéries, des micro-organismes, de manière à décomposer ces longues chaînes. Et les composer suivant un processus qui était complexe, long, qui durait au moins 24 heures. La fermentation traditionnelle durait au moins 24 heures pour les yaourts, avec des ferments traditionnels, avec le développement de bactéries endogènes qui permettaient de pré-décomposer cette molécule de bêta-caséine, de consommer aussi un sucre qu'on appelle le lactose, duquel nous sommes intolérants passé les 3-4 ans d'âge. Et donc tout cela a été consommé par les bactéries, parce que les bactéries mangent des sucres, travaillent et mangent des sucres. Et à ce moment-là, les produits étaient bien plus digestes. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, les fermentations ne respectent plus du tout ces processus, et ce qui fait que cette pré-décomposition qui avait lieu et qui était nécessaire à la digestibilité de ces produits n'a plus lieu. Cinquième élément, on va faire une sacrée liste. Cinquième élément, actuellement, alors les conditions d'élevage des vaches, ce n'est pas des conditions d'élevage, c'est une torture, c'est une souffrance extrême, la façon dont elles sont traitées, c'est juste inacceptable. Deuxièmement, il arrive très souvent que les vaches soient traites en période de gestation. En période de gestation, c'est une période où il y a une explosion hormonale. Elles sont traites aussi en période où elles vont allaiter le veau, puisque c'est pour ça qu'on produit le lait. Alors, passons sur, enfin passons, on passe pas, mais je ne vais pas m'étendre sur ce que ça induit, c'est-à-dire qu'on fait que les vaches sont en gestation régulièrement pour avoir des petits veaux qu'on va devoir consommer ensuite, parce que si on les allaite, la vache elle n'aura plus de lait pour nous. Donc c'est vraiment de l'exploitation à son plus haut niveau, et donc les petits veaux sont éliminés, passent dans la filière de la viande. Mais à ce moment-là, le lait de la vache, il est particulièrement bien adapté aux petits veaux. Ça veut dire qu'il y a énormément d'hormones de croissance, énormément d'hormones globalement et énormément d'hormones de croissance. Parce que la croissance des petits bovins est beaucoup plus rapide que la croissance des petits humains. Qu'est-ce qui se passe chez un humain si on le bombarde d'hormones de croissance? On a un développement de son corps physique, qui n'est pas à l'unisson de son développement de son système nerveux. Et ça conduit à énormément de déséquilibres nerveux. Et d'ailleurs, on voit tous les enfants qui naissent actuellement, qui sont nourris au lait et aux suppléments vitaminiques. Ils poussent, c'est des grandes asperges. Et après, on se retrouve avec des scolioses, des problèmes de dos, des problèmes d'innervation de différentes zones du corps. Pourquoi? Parce qu'il y a un développement qui est inharmonieux, c'est pas normal. On ne doit pas grandir à la vitesse d'un veau. Or, quand on boit du lait, on reçoit les hormones de croissance en particulier que donne la vache pour le petit veau, pour lui permettre un développement extrêmement rapide. Alors, est-ce qu'on a fait le tour? Non, on n'a pas fait le tour, Le lait contient énormément de protéines. Les protéines sont acidifiantes. Est-ce qu'on a besoin d'une telle quantité de protéines dans notre alimentation? Réponse: non, on a besoin d'une portion congrue de protéines. Le lait de vache est beaucoup plus chargé en protéines que le lait humain. Il est complètement différent. Il n'y a aucune analogie entre les deux. Alors, décalcifiant, troubles auto-immunes, neurodégénératif avec cette fameuse histoire de BCM7 et de caséine A2 et A1. Pour ceux que ça intéresse, vous pouvez aller chercher. Acidifiant. Qu'est-ce que j'ai oublié encore? Manque de fermentation normale. Voilà à peu près ce qu'on nous présente comme un aliment de santé qui serait notre ami pour la vie. Vous comprendrez qu'il y a suffisamment de suspicion pour dire définitivement que ce produit-là n'est pas adapté. Alors il y a des gens qui me disent: oui mais attends, pour un enfant qui n'a pas de problème d'hyperperméabilité intestinale, avec des produits qui sont fermentés longtemps, crus et de variétés de vaches adaptées, est-ce que ça ne pourrait pas avoir un intérêt en termes d'apport de bactéries? Alors, dans ce cadre-là bien carré, pourquoi pas? Le problème, c'est que on a du mal à savoir si toutes ces circonstances sont réunies à la fois. C'est pour ça que moi, par principe de précaution, je dis niet. Aucun lait, j'ai tendance à proscrire le lait parce que les cas particuliers dans lesquels ça pourrait fonctionner de manière adéquate, ils sont suffisamment rares pour ne pas avoir un discours général qui puisse mettre en valeur ces exceptions. Il ne s'agit pas de se baser sur l'exception, il s'agit de se baser sur la norme. Et la norme, ce sont des produits laitiers qui sont pasteurisés, issus de vaches de type A1, qui ne sont pas fermentés de manière adéquate et qui donc vont générer la décalcification, l'acidification, les troubles auto-immunes, les troubles neurodégénératifs, des troubles digestifs
aussi, puisqu'on ne peut pas digérer ces longues protéines, et donc complètement inadapté pour l'alimentation humaine. S'il y a bien deux choses à supprimer définitivement de notre alimentation, c'est toutes les céréales à gluten et toutes les céréales globalement, on va en parler dans la prochaine vidéo, et les produits laitiers. Ce sont les bases de notre alimentation et c'est pour ça qu'il ne faut pas se demander pourquoi avec la massification de la diffusion de ces produits-là, eh bien, il y a eu une massification de la dégénérescence humaine. Et ça fait 50-100 ans qu'on a accès à ces produits en abondance, ça fait 50-100 ans que les maladies les plus graves dites de civilisation sont apparues. Tous les troubles neurodégénératifs n'existaient pas avant, ou alors quand ça commençait à neurodégénérer, c'était à 70, 80, 90 ans et on ne s'en rendait pas compte, on appelait ça la sénescence tout simplement. Maintenant, les troubles neurodégénératifs, ils concernent même les enfants. Il y a un véritable enjeu là-dedans. Et il y a un véritable enjeu qui est d'autant plus fort qu'il y a un matraquage qui est fait à l'inverse et que la santé publique ait fait la promotion d'un produit qui est un véritable poison, qui est rendu un véritable poison, joue sur l'ambiguïté entre lait maternel et lait de vache. Ce sont deux produits radicalement différents. Le lait maternel tel qu'il est consommé par l'enfant, il est cru, il est parfaitement adapté à sa nutrition. Le lait de vache, il n'est pas cru, il est complètement inadapté à sa nutrition. Et c'est pas parce que ça s'appelle lait et que c'est blanc, eh bien que ce sont des produits qui sont équivalents. Je vous renvoie vers une littérature abondante. Il y a Les mensonges et propagande de Thierry Soucard, Le lait, une sacrée vacherie, je ne me souviens plus de son auteur. Enfin, il y a plusieurs publications vraiment de très haute qualité auxquelles vous pouvez vous référer. Mais c'est pour ça que souvent, moi, je pars en guerre un petit peu contre le régime végétarien classique, qui est composé de céréales et de produits laitiers. Pour moi, c'est une catastrophe sur le plan alimentaire. Alors, si vous voulez vraiment aller dans le sens de la santé de vos enfants, il y a un moment où il faut arrêter d'écouter les prescriptions d'un système globalement qui ne cherche pas et qui ne va pas dans le sens de la santé et commencer à se réapproprier la responsabilité en supprimant les produits laitiers, en supprimant les produits céréaliers, en faisant en sorte que les enfants n'aient pas ces attaques auto-immunes dès leur plus jeune âge, n'aient pas ces problèmes de décalcification dès leur plus jeune âge, parce que déjà qu'ils partent avec un bagage qui n'est pas si généreusement muni, généreusement garni que cela, il s'agit de les préserver, de leur garantir les meilleures conditions de développement. Alors je vous souhaite de faire des choix en connaissance pour vos enfants et pour vous-même, parce que de toute façon ça concerne aussi les adultes. Et les produits laitiers, c'est une chose qui pour moi ne devrait pas passer autre chose que de la vache au veau. Bonne régénération.